Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue à tous dans 64 minutes, le monde en français. 1000 km à pied par 50 degrés à l'ombre, c'est la prouesse réalisée par Charles Eddrich. Il vient de boucler la traversée du redoutable désert d'Atacama au Chili, sans assistance et en seulement 32 jours, 5 heures et 30 minutes. L'aventurier est le grand témoin de votre journal. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. « 1000 km à pied par 50 degrés à l'ombre, l'aventurier français Charles Eddrich vient de boucler la première traversée du désert chilien d'Atacama en parfaite autonomie, sans ravitaillement, une prouesse réalisée en 32 jours, 5 heures et 30 minutes. Bonsoir Charles Eddrich. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde, c'est un plaisir également. Bienvenue à vous. Alors l'Atacama, disons-le, c'est un désert redoutable, l'un des plus arides et peut-être même le plus aride au monde. Concrètement, comment vous sentez-vous quelques jours après votre retour en France ? Je suis en pleine forme, donc j'ai perdu 12-13 kilos, mais bon, j'en ai déjà récupéré une partie, non, en pleine forme. Donc, mais bon, c'est toujours beaucoup plus facile de récupérer quand les choses marchent que quand ça marche un peu moins bien. Donc, alors on voit ici avec votre équipement, qu'est-ce que vous aviez sur vous pour survivre concrètement durant cette période ? Bon alors donc j'avais déjà ce chariot, ça paraît peut-être pas grand-chose, mais c'est quasiment une révolution en matière de désert. En général, les aventuriers qui partaient dans le désert avaient plutôt comme idée de créer des prototypes. Là je suis parti avec ce chariot qui est en fait un objet détourné. C'est un char à voile pour enfants, on va dire. Que j'avais utilisé pour m'entraîner, pour faire du kite-ski. Et ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais qu'est-ce que vous mangiez concrètement ? Alors, j'ai des rations d'1 kilo par jour, 5000 kilocalories donc par jour, pour ceux qui voient ce que ça représente. Et précisément, si on rentre dans le détail, des choses que j'avais pas de réchaud, donc froid, 200 grammes de cacahuètes, 100 grammes de chips, 140 grammes de gâteau au beurre, 40 grammes de parmesan, 100 grammes de crackers et 80 grammes de nouilles, on va appeler ça chinoises, avec de l'eau froide. Voilà donc pour le menu. Si vous deviez retenir un souvenir de cette aventure, quel serait-il ? Ah ben moi, comme toutes les expéditions, toutes les aventures, c'est peut-être pas très poétique, mais c'est le plaisir d'aller au bout et de réussir l'expédition. Donc c'est l'arrivée. Donc en fait, j'ai fait 1300 km, un parcouru. Et donc pour moi, c'était extraordinaire. Alors vous avez de plus en plus d'admirateurs un peu partout dans le monde et dans le monde francophone notamment. L'un d'entre eux a tenu à vous laisser un message. Charles Eddrich, on le regarde. Cher Charles Eddrich, l'aventure, c'est l'aventure. N'est-il pas trop osé de dire que pour vous, elle a valeur de mode de vie ? Après 33 jours, 1300 km parcourus, donc traversée du désert de l'Atacama, donc sans ravitaillement. Donc l'attelage s'est révélé donc extrêmement performant. Sur votre visage rayonne la plénitude d'une vie qui, pour tout vous dire, fait très envie. Alors que vous venez d'avaler le désert d'Atacama, dans un des endroits les plus arides au monde, vous pourriez être à sec d'idées. Eh bien non, vous avez toujours soif de nouveaux défis. Au programme, le désert de Simpson en Australie, traversée intégrale de la péninsule arabique et le Ténéré dans sa plus grande largeur. Promis, monsieur Eddrich, on ne vous privera pas de désert, ni du choix de toute une vie. Jusqu'à 45 ans, vous avez eu une vie un peu classique, chasseur de tête, chef d'entreprise, et après, tout a basculé. Passion du sport, passion de l'aventure. Votre crise de la quarantaine, vivre d'aventure tout autour de la planète, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Votre programme, 58 défis à accomplir d'ici 2058. Vous aurez alors 100 ans. Des exploits, vous en avez déjà réalisé 16 depuis 2003. Sable, océan, montagne, dites-nous, l'espace, c'est pour quand ? Vos défis sont tous plus fous les uns que les autres, comme votre modèle, Steve Fossett, malheureusement au destin tragique. D'ailleurs, Charles, faut-il avoir un amour immodéré du risque pour être un vrai aventurier ? Être ou ne pas être ? Telle est la question. Voilà, clin d'œil signé Nicolas Dudouet et Olivier Marquis. Charles Eddrich, je vous sens un peu ému en voyant ces images.
Disons, oui. Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est que quand je démarre ma passion, donc il y a un peu plus de 10 ans, donc j'ai tout un tas de projets en tête, mais il faut que je vois que donc j'en ai fait plus. Et là, c'était déjà c'était une remarquable, on va dire, mise en perspective, plus que tout ce que je pouvais rêver, même dans mes rêves les plus fous. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, évidemment, bonne organisation, préparation, mais il faut que je reconnaisse que j'ai eu une chance, et ça fait partie de l'aventure, absolument extraordinaire. Mais quel est votre moteur? Qu'est-ce qui vous fait courir? On a entendu parler de l'Australie, des airs australiens, du Ténéré, de la péninsule arabique. Ce sont des aventures extrêmement exigeantes. Qu'est-ce qui vous motive? Bon, alors là, par contre, moi, je suis assez terre-à-terre dans ma réponse. Elle, de temps en temps, elle déçoit un peu parce qu'elle n'est pas très romantique, elle n'est pas très poétique. Moi, je suis avant tout un passionné de compétition et de sport. Donc, par exemple, quand je suis arrivé du désert de l'Atacama, je me suis jeté sur tous les résultats sportifs, mais aussi bien le foot, le rugby, le vélo, le tennis. Et donc, en fait, je suis un aventurier par défaut. Si j'avais pu être champion de tennis ou champion de ski, c'était exactement la même chose. Donc là, j'avais strictement aucun talent. J'ai joué au foot, je ne suis pas du tout adroit, pas rapide. Et à l'inverse, j'ai vu, dès que j'ai touché à des sports où l'aspect endurance et l'aspect rusticité, dans le sens de pouvoir vivre un peu dehors, dans n'importe quelle température, avec pas grand-chose pour manger, là, j'ai vu que j'avais des prédispositions. Donc très jeune, c'est-à-dire dès 20 ou 22 ans, j'ai, on va dire, considéré que l'aventure sur tous les terrains du monde, c'était la discipline sur laquelle je pouvais m'exprimer au plus haut niveau. Et le risque, Charles Eddrich, comment est-ce que vous intégrez ce paramètre? On a vu il y a quelques instants un aventurier qui, lui, y a laissé sa vie. Est-ce que vous pensez parfois, en l'occurrence Steve Fossett, comment vous mesurez, vous, les risques? Alors, les gens qui me connaissent trouvent que j'ai un tempérament un peu hésitant avant de prendre la décision de partir sur une aventure. Et notamment, un des facteurs qui me fait hésiter, c'est le risque que je vais prendre. Alors, il y a des aventures sur lesquelles j'ai renoncé. Par contre, à partir du moment où je pars sur une expédition, je considère que c'est un paramètre que j'ai accepté et je fais avec. Mais pour être aventurier, il ne faut pas, souvent on dit, vous êtes un peu tête brûlée, etc. Je ne pense surtout pas que ça soit le cas. Il y a toute une organisation, bien sûr. Puis si on aime le risque, ça ne dure pas très longtemps, ce genre de choses. Au contraire, il faut être assez prudent. Alors, il y a aussi un message que vous tentez de faire passer, bien entendu, à travers toutes ces aventures, dans les déserts, dans les océans, avec votre association Respectons la Terre. Voilà, alors donc moi j'étais pas un sauvage, mais la notion d'écologie, d'environnement, on va dire, c'était en aucun cas, il y a une dizaine d'années, ma préoccupation. Le meilleur exemple, c'est que j'ai démarré mes aventures avec les rallyes, voitures et moto. J'ai fait le Dakar en moto. C'est un sport plein de nature, mais c'est un sport mécanique, donc c'était pas ma motivation. Et puis très vite, je me suis rendu compte que quand on est sur tous les terrains du monde, on est forcément touché par ce qu'on voit. Et notamment, donc on préfère une nature propre qu'une nature avec des déchets en tout genre. Et c'est quelque chose qu'on arrive à faire partager à tout type de public. Par exemple, sur l'Atacama, en parallèle de mon expédition, on a emmené des jeunes, ce qu'on fait depuis quelques années de Seine-Saint-Denis, de Montreuil en particulier, 16-17 ans. Bon, l'écologie, si vous leur parlez avec un discours, quel que soit votre charisme... réduction de CO2, réchauffement climatique, ça ne marche pas. Non, mais c'est même pas la peine d'essayer. Par contre, vous les emmenez en pleine nature et vous arrivez à les sensibiliser très facilement. Pourquoi? Il y a une humilité face justement à l'immensité, par exemple, d'un désert comme celui-ci, de l'Atacama. Il y a la beauté, il y a le côté majestueux. Et puis, l'an dernier, par exemple, on les a emmenés sur des sommets dans le massif du Mont-Blanc. Et c'est très facile de percevoir que si sur un sentier ou sur une montagne, vous n'avez pas de déchets, c'est quand même plus sympa que si vous avez des papiers un petit peu partout. On vient de voir dans le rappel des titres il y a quelques instants, Charles Eddrich, François Hollande et Angela Merkel qui lancent cet appel pour un accord ambitieux. Ce sera au mois de décembre à Paris. Si vous aviez, vous, un message
à votre tour à lancer aux dirigeants qui vont se réunir dans quelques mois à Paris, quel serait-il justement concernant le climat ? Je dirais, il faut faire très très attention. Moi j'ai un mal fou, évidemment, c'est un sujet aujourd'hui qui m'intéresse énormément. Moi j'ai un mal fou à percevoir ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de dire, parce que le sujet vraiment important, c'est d'abord, quelle est la nature de ce réchauffement climatique, si on parle réchauffement climatique, et, encore plus important, quelle est la part de l'influence humaine. Ouais, d'ailleurs, vous y avez été confronté, vous, dans un village amérindien le plus aride au monde, puisque vous le disiez, l'eau est polluée. Elle est totalement polluée. Moi, donc, par quoi elle est polluée, cette eau, Charles Eddrich? Alors je vais être prudent, parce que j'ai essayé de regarder tout ce que je pouvais trouver donc, sur Internet, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un petit rio. Donc c'est le village, c'est Quilagua, le plus aride du monde. Il n'a pas plu depuis 22 ans. Il y a un petit rio, c'est-à-dire un petit torrent, un ruisseau, c'est magnifique, qui serpente au milieu des sables et des roches blanches. C'est extraordinaire, c'est une oasis. Et donc il y a 200 Amérindiens. Donc on prend de l'eau dans ce rio, et après l'avoir traitée, je la bois. Et les Indiens, tout de suite, nous disent, on a même interdiction d'arroser nos quelques plantes avec cette eau qui est polluée à l'arsenic et au mercure. Bon, a priori, cette pollution, c'est une pollution liée à l'activité humaine. Dans le cas présent, les mines qui ont toujours existé depuis le début du XIXe siècle au Chili. Alors revenons à vos aventures. 2 questions pour terminer, chacune d'elles en quelques mots. Charles Eddrich, si vous le voulez bien. D'abord, quelle a été jusqu'à ce jour l'aventure la plus dure pour vous? Disons, je ne peux pas dire, parce qu'après, ça dépend sur quel plan on se situe. Par exemple, celle-ci a été extrêmement dure physiquement, mais elle n'était pas engagée dans le sens danger du terme. Parce que là, même s'il m'arrivait quelque chose, on peut aller vous chercher. Alors, vous avez d'autres expéditions, comme le passage nord-ouest à la rame, où je retourne pour boucler l'expédition CTD, où il y a le danger réellement présent. Maintenant, physiquement, celle-ci, elle était quand même au sommet de la pyramide. Alors, en 2058, on l'a entendu, vous aurez 100 ans, c'est tout ce qu'on vous souhaite. La dernière, quelle sera-t-elle, l'aventure dans vos rêves les plus fous? Alors, pour ceux qui le connaissent, il y a un centenaire qui bat chaque année son propre record de l'heure à vélo, et qui, dernièrement, est arrivé à faire 27,5 km à l'heure sur un vélo, donc je trouve ça extraordinaire. J'ai toujours trouvé que la compétition, quand on aimait ça, quand on aime le sport, c'est magnifique quand on gagne, mais c'est également extraordinaire quand on participe ou qu'on arrive à réaliser des choses extraordinaires en fonction de son potentiel, de son âge, du temps qu'on passe à s'entraîner. L'exemple que vous donniez, c'était en Suisse, donc à 100 ans, sur un vélo? Sur un vélo, donc en plus j'adore le vélo, et donc voilà, en plus l'intérêt c'est que ça me laisse 43 ans pour me préparer. Et là tous les jours, comment ça se passe la préparation avant la prochaine aventure? On court tous les jours, musculation légère, intensive, comment ça se passe? Bon alors ça va peut-être paraître surprenant, je m'entraîne le moins possible. Vous ne mangez quand même pas dans les fast-foods, j'espère? Non, je fais absolument pas attention à ce que je mange, je fais un tout petit peu attention à mon poids, et parce que ce genre d'expédition c'est tellement dur... qu'à la limite, c'est presque moins gênant. Alors, il faut évidemment quand même être en très bonne condition physique, mais c'est presque moins gênant de partir un petit peu sous-entraîné que trop entraîné. Mais avec un mental d'acier. Et je m'entraîne, je joue au tennis, pour ceux qui connaissent. D'ici les 2 mois qui viennent, donc tournoi de tennis, je vais essayer d'améliorer, je vais tout faire pour améliorer mon petit classement. Merci à vous, Charles Eddrich. Oui, d'ailleurs, le classement, quel est-il? Vous pouvez nous le donner? Non, il est... L'objectif, c'est 15,5, et actuellement, je dois être 32 ou 31. Merci beaucoup, Charles Eddrich, grand aventurier français. Merci à vous d'être venu témoigner sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci beaucoup.